On va ouvrir notre première séquence. Comme je le disais en introduction, on va essayer de savoir ce qui se cache derrière cette notion d'hospitalité et comment la très grande satisfaction client peut être justement un meilleur levier pour stimuler l'attractivité d'un territoire et celle des professionnels du tourisme. Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés, sous vos applaudissements, nos deux premiers intervenants, Amandine Lecoq et Dominique Hummel. Bonjour à tous les deux. Bonjour, vous avez chacun un micro. Vous êtes tous les deux consultants, vous êtes des professionnels du tourisme expérimentés. Amandine Lecoq, vous avez exercé entre autres dans le développement commercial et dans la vente. Vous avez une connaissance fine du marketing touristique fondée notamment sur l'analyse des data. Et puis Dominique Hummel, vous avez été président du Futuroscope de 2002 à 2018, puis directeur de l'innovation à la Compagnie des Alpes. Vous accompagnez aujourd'hui les opérateurs et les territoires pour leur plan de développement et leur stratégie d'attractivité. J'ai une première question à vous poser pour introduire notre séquence. Comment, dans vos parcours professionnels respectifs, comment ce sujet de l'hospitalité s'est imposé à vous, Amandine ou Dominique? Les deux. Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes déjà portés par les trois discours de grande inspiration que nous venons d'entendre. Merci à vous. Et on va tirer le fil et montrer comment tout ça peut se traduire dans l'action. Nous sommes là pour cela. Je vais montrer une petite courbe. Voilà, on n'est pas loin du leader de la profession, hein, bien sûr. Disney, le Futuroscope était, pendant que j'ai présidé le deuxième parc français, mais voilà son histoire. Il a été lancé par un élu, René Monory, qui fut aussi président du Sénat, en 1987. C'est la petite date du bout à gauche. Et regardez cette folle expansion pendant une bonne dizaine d'années. Et puis, toutes les bonnes idées finissent par vieillir. Une forme d'écroulement à la fin des années 90, avec une reprise par un acteur privé, le groupe Amaury, qui n'a pas trop marché, puisqu'on a perdu de l'argent. Là, vous êtes à la fin du rectangle orange. Moi, je suis arrivé aux responsabilités à ce moment-là. Alors, heureusement pour moi, parce que la courbe rebondit. Et ce que je voulais vous dire, c'était pas ça, même si il est bon de le remarquer, c'est ce qui s'est passé depuis. Donc depuis 2002, donc la partie bleue et la partie violette, où vous constatez qu'en mettant de l'argent, pratiquement 12% du chiffre d'affaires chaque année, on a réussi un beau rebond pendant une bonne dizaine d'années. Et puis on a continué, croyant avoir trouvé la formule magique, en gros l'investissement, l'offre créatrice, qui est un mot qu'on a beaucoup entendu dans notre profession, sauf qu'à un moment donné, ça n'a plus marché. La Compagnie des Alpes, CDA, venait d'ailleurs de reprendre le Futuroscope, une belle privatisation. Et là, on s'est vraiment interrogé pour savoir qu'est-ce qui fait qu'au fond, les recettes de l'investissement ne suffisaient pas. Bien sûr qu'on s'intéressait à nos clients, évidemment, mais on s'est vraiment posé la question de savoir si on répondait exactement à leur attente pour faire en sorte qu'ils soient, comme vous l'avez dit dans votre discours introductif, nos meilleurs ambassadeurs. Et c'est ça qui nous a, d'une certaine manière, convertis, non pas à l'expérience client, non pas à l'attention portée aux visiteurs, mais au point de vue de prendre ça vraiment de face, en se donnant des outils de compréhension, en se donnant des outils de mobilisation, notamment auprès des équipes. Et c'est ça qui m'a engagé le Futuroscope dans cette perspective. Et on a développé ça ensuite au sein de la Compagnie des Alpes et dans d'autres missions. Donc on est là pour partager ça avec Amandine, qui a connu cette expérience avec moi. Et finalement, le maître mot, ce sera le mantra d'ailleurs de notre intervention et de la table ronde qui suit, c'est comment s'occuper au mieux de ce qui compte le plus. C'est des mots simples, mais ils veulent tout dire. Qu'est-ce qui compte le plus? C'est pas sûr que souvent, que systématiquement, on ait cette question-là en tête. On a trop tendance à penser à la place d'eux. Et comment je m'en occupe au mieux, car tout n'est pas possible non plus. On va développer ce point de vue tout à l'heure. Amandine, le lien entre l'hospitalité et votre propre parcours? Pour dire avec des mots un peu plus opérationnels ce que Dominique vient d'évoquer, on avait effectivement au Futuroscope énormément d'outils. On était très contents d'avoir des nouveautés chaque année, de l'investissement, beaucoup de budget en communication, qu'on répartissait selon les médias et puis les fameuses cibles des personas qui nous intéressaient. Et puis malgré tout, on voit qu'on a connu une petite baisse de fréquentation à un moment donné, alors que le train était en marche et qu'on faisait exactement la même chose chaque année. Et finalement, c'est en redescendant un petit peu sur le terrain qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui nous échappaient, et notamment ce qui était de l'ordre du ressenti des visiteurs et de la manière dont ils vivaient l'expérience
en l'occurrence d'un parc d'attractions, qu'on s'est rendu compte que c'était bien beau d'avoir plein d'outils, mais encore fallait-il avoir toujours de l'humain derrière, descendre sur le terrain et regarder comment les gens se comportent et utiliser ça pour le retransmettre après à la fois dans la communication, qui était mon job, mais aussi aux équipes investissement, aussi aux gens chargés de l'exploitation des lieux touristiques, que ce soit le parc, les hôtels ou le restaurant, et de voir avec eux comment ils pouvaient aussi un petit peu dévier l'expérience qu'ils faisaient vivre aux clients pour vraiment répondre à l'attente des gens, qui est plus d'une nature émotionnelle, comme on va le voir, que liée à des données sociodémographiques, comme on a l'habitude de l'analyser. Alors, Je précise, oui. on voit que ça a marché puisque la courbe a rebondi à la fin des années de 2010 bon, moi j'ai quitté la présidence du directoire, donc il y a maintenant quelques années, dépasser les 100 millions de chiffre d'affaires pour le seul parc de loisirs, sachant que comme ici, autour de lui, il y a beaucoup d'hôtels qui ne sont pas intégrés dans ce chiffre d'affaires, avec un résultat de 20 millions d'euros, ce qui pour un parc d'initiative publique est quand même une belle performance. Oui, tout à fait. Je précise en préambule qu'il pourra y avoir dans nos échanges quelques anglicismes qui se glisseront par-ci par-là. Ne vous en offusquez pas, en tout cas le tourisme est évidemment une activité très internationale par nature, mais on va faire attention. On débute déjà par notre première séquence, l'enjeu de la très grande satisfaction client. Dominique, en quoi c'est important cette très grande satisfaction client? Quoi de nouveau finalement par rapport au thème connu et reconnu et classique de l'accueil? Oui, on va évidemment beaucoup plus loin. Alors, simplement ce chiffre qui est très très parlant, je pense. Lorsque votre note de satisfaction, alors souvent on a nos propres enquêtes, on va y revenir tout à l'heure puisqu'on nous a interrogé à ce sujet, on peut aussi trouver sur les sites d'avis notre propre évaluation et se comparer à d'autres. Et c'est gratuit et c'est tout l'intérêt. Donc lorsqu'on est noté top, c'est-à-dire mention très bien, au moment du bac, 9 ou 10 sur 10, et c'est possible, on va en parler. Donc lorsqu'on est à ce haut niveau de satisfaction, qu'on appelle en effet la très grande satisfaction, et regardez ce qui se passe, l'intention de revisiter est multipliée par 2, et l'intention de recommander augmente de 50%. On a juste 2 exemples qui sont assez connus dans la profession. J'en ai pris un dans la montagne, puisque j'ai pas mal travaillé avec la montagne. Val Thorens, systématiquement évalué comme la meilleure station de ski du monde, cette année consécutive. Quand vous regardez le travail qui a été fait autour de cette notion de TGS, il n'y a pas de surprise. Et Val Thorens, aujourd'hui, non seulement est classée meilleure station du monde, ce qui lui donne une réputation formidable, mais un budget de communication qui est 2 fois inférieur à celui d'autres stations. Même récompense, j'allais dire, pour Europa Park. Vous allez voir les notes de TripAdvisor, par exemple. Certains ici l'ont sûrement visité. C'est un site qui a 4,8, 4,9 sur 5 sur TripAdvisor. C'est absolument incroyable. C'est extrêmement bien fait, avec un souci du visiteur très fort. Et pareil, Europa Park, aujourd'hui, on ne le sait pas, est dans le top 3 des parcs français. C'est-à-dire que la clientèle française qui va dans ce parc allemand, elle est très importante, elle est du niveau de celle du Futuroscope, par exemple. Donc on voit, lorsqu'on est à ce niveau d'excellence, que ça crée en effet cet effet de locomotive et d'entraînement sur la revisite et sur la réputation. Oui, donc très très grande, en tout cas, différence entre la satisfaction et la très grande satisfaction. À ne pas confondre, c'est ce que je vais montrer c'est dans un instant. Et regardez, ça c'est intéressant aussi, c'est un travail qu'on a fait avec un universitaire qui s'appelle Daniel Ray. Les gens satisfaits, souvent on additionne les satisfaits et les très satisfaits, on se raconte une histoire. Quand vous êtes satisfait de quelque chose, vous ne rentrez pas chez vous pour en parler à vos voisins et à vos amis. Il faut être très satisfait pour avoir cette envie d'en parler et de recommander. C'est ce que montre ce schéma. Donc lorsqu'on met une note de 7 ou de 8, voilà, on est à 10% prêt à recommander, à 39% prêt à en recommander lorsqu'on a une 8 sur 10, qui est déjà une très très belle note. Mais c'est quand on est au-dessus, c'est-à-dire sur des notes de TGS, de très grande satisfaction, que l'intention de recommander explose littéralement, puisque vous le voyez, elle est de 87% pour ceux qui notent 9 et de 97% pour ceux qui notent 10. C'est impressionnant la différence entre 8 et 9. Ça change tout. Ça change tout en passant de l'un à l'autre. Et tout le travail, c'est de savoir comment je passe de l'un à l'autre. On va y revenir. Tout change, et ce qu'on a écrit là. Les clients justes, satisfaits, ne comptent pas. On parla tout à l'heure des clients insatisfaits, évidemment. Donc cette pub, par exemple, je suis désolé s'il y a quelqu'un à la Banque Populaire, ok, mais c'est pas ça qui compte. Il faudrait ne pas mettre 84% en additionnant satisfait et très satisfait, mais nous dire comment il y a de très satisfaits. Et c'est une bataille que mènent beaucoup d'entreprises en dehors du tourisme.
Voilà, dernier élément, ça vient d'Atout France, on les connaît bien, et c'est quelque chose qui a beaucoup bougé ces dernières années, puisque cette enquête, elle est faite depuis une dizaine d'années. Donc la question qui est posée par les touristes français et étrangers, c'est qu'est-ce qui vous a surtout décidé dans le choix de la destination? Et vous voyez qu'aujourd'hui, la recommandation de l'entourage est le facteur numéro un, et ça c'est vrai de l'Europe tout entière. On est sur un score très élevé. Après, évidemment, on va retrouver tout le travail de communication. Mais aujourd'hui, vous travaillez pour Pierre et Vacances, 80% des clients de Pierre et Vacances, par exemple, ou du Club Med, viennent parce qu'ils ont aimé, donc ils reviennent, ou viennent parce qu'on leur en a parlé. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la très grande satisfaction qui est le moteur de l'attractivité. C'était notre message d'introduction. Oui, et alors pour exprimer évidemment la satisfaction, aujourd'hui, on l'exprime au travers des avis, les fameux avis, et ça aujourd'hui, c'est incontournable, Amandine, évidemment à l'heure des réseaux sociaux. Oui, bien sûr, c'est la palissade de le dire. Donc, quelques chiffres très rapidement. Aujourd'hui, il y a plus de 15 millions d'avis qui sont déposés par an, rien qu'en France. Dont, à votre avis, combien d'avis 5 et 4 étoiles? En pourcentage, j'écoute. 40%, qui dit mieux? 40, j'ai entendu 30. 10. Bon, 10, 30, 40. Bon. La réponse, c'est 90% des avis déposés en France par an ont une note de 4 ou de 5 étoiles. Donc on va y revenir après dans un instant, mais quand certains d'entre vous ne répondent qu'aux avis négatifs, vous voyez que ça ne fait pas bouger votre algorithme sur Google, puisque 90% des avis sont très positifs. Le tourisme est le premier secteur impacté par ces avis. Par ordre d'importance, on note d'abord les restaurants et les bars, merci TripAdvisor. Ensuite, l'hébergement, et puis après, c'est plutôt l'électronique grand public qui est le troisième secteur d'activité représenté par les avis. 75% des avis sont déposés sur Google, seulement 10% sont faux. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y en a quand même 90% qui sont déposés par des vrais gens, et Google a totalement balayé TripAdvisor que je citais à l'instant, ou d'autres plateformes qui ont pu exister, voire les plateformes privées que certains sites développent aussi en propre sur leur site internet, ce qui était utile à une époque pour, encore une fois, améliorer la visibilité sur Google, mais aujourd'hui, rien que Google compte pour inciter les gens à laisser un avis sur votre site. 9 clients sur 10 lisent les avis avant de décider, et 8 sur 10 sont influencés par ces avis. Vous voyez que c'est énorme. 2 clients sur 3 sont prêts à dépenser plus quand la e-réputation est positive et crédible. Nous, c'est ce qu'on a constaté quand vous avez vu la petite courbe tout à l'heure avec le petit pic de désamour que nous avons connu au Futuroscope en 2015. Vous avez vu que la flèche ensuite reprenait fort aussi en termes de croissance économique, puisque plus les gens sont contents, plus ils dépensent d'argent. Le panier moyen augmente, notamment lors de la deuxième visite, troisième visite. Les repeaters, pardon pour l'anglicisme, les revisiteurs dépensent de plus en plus d'argent quand ils reviennent sur un site. Ces avis sont générés par 1 client sur 20, taux qui double quand on les incite à déposer. C'est-à-dire que si chez vous, dans vos sites, vous avez activités, vous n'incitez pas les gens à déposer, vous avez donc 1 client sur 20, 5% qui va déposer naturellement un avis, mais vous en avez le double, donc 10% qui déposent rien qu'en leur incitant à le faire, donc je l'encourage vivement. Dominique, on a un questionnaire, je crois, qui a été envoyé aux professionnels de Seine-et-Marne afin qu'il y ait une prise de conscience de ces enjeux, ou en tout cas mesurer la prise de conscience. Qu'est-ce qu'on peut en conclure de ce questionnaire? Donc effectivement, il y a 800 personnes qui ont été interrogées par Seine-et-Marne. Attractivité, il y a eu 143 réponses. Combien dans la salle ont répondu au questionnaire? Levez la main. Levez bien la main, ceux qui ont répondu au questionnaire. On voit pas les autres. Voilà, donc une partie est là. Ça fait un taux de réponse de presque 20 points, c'est assez classique. Ont beaucoup répondu les gîtes et chambres d'hôtes, et je pense qu'il y en a beaucoup ici. On peut leur demander de lever la main pour savoir un peu qui est là. Oui, pas la moitié en tout cas. En tout cas, ils étaient la moitié à répondre. Ensuite, ça se répartit à peu près à équivalence entre les hôtels, les sites de visite, les offices de tourisme, l'hôtellerie de plein air et les activités de plein air. Alors les réponses. À la question que vient de me poser François-Xavier, quelle est l'importance de ces avis sociaux? Vous êtes 71% des répondants à dire que c'est très important. Et si vous l'additionnez avec les importants, vous êtes presque important. Donc la conscience, vous êtes presque 100%. Pardon. Donc la conscience de l'enjeu, elle est largement présente. On vous a posé une deuxième question qui est: mesurez-vous l'enjeu de cette très grande satisfaction, non pas pour vous, entreprise ou opérateur,
mais aussi pour votre destination, parce qu'on peut imaginer que la très grande satisfaction d'une destination, c'est l'addition des satisfactions des uns et des autres. On verra que c'est ça, mais un peu plus que ça. Et bien là, vous êtes 61% à considérer qu'en effet, votre impact pour la très grande satisfaction, la qualité d'accueil de la destination est important, 61%. Après, ce que je trouve intéressant de vous dire dès le début, c'est à quoi ça sert. C'est un peu la question au-delà de l'accueil. Finalement, on peut en faire quoi? 60% d'entre vous utilisent ces données comme outil de pilotage de leur structure. Donc, en effet, les réponses que l'on a à ces questions, lorsqu'on va dans le qualitatif, on va y aller tout à l'heure, vous donnent des éléments de décision pour faire les bons investissements. 40% l'utilisent pour le management des équipes. C'est évident. Dans l'accueil, il y a forcément relation, ça a été dit par un des élus en démarrage, et ça se gère. Et donc, c'est un outil de management, de fixation d'objectifs, d'élaboration de plans de progrès, etc. Vous êtes 40% à l'utiliser à cet effet. À peu près 40% aussi pour mettre en place des services supplémentaires, parce que cette enquête vous a donné des pistes pour répondre à de nouveaux besoins du développement. 23% pour en faire un argumentaire de communication. Alors ça va vous pousser tout à l'heure à aller plus loin, vous verrez pourquoi. C'est vraiment un élément intéressant pour communiquer. Et puis 17% à l'utiliser pour mettre en place des formations, donc on retrouve le thème du management. Donc un usage qui est diversifié et qui montre bien que de ça, on peut faire plein de choses en dehors simplement de la politique de l'accueil. Amandine, un éclairage supplémentaire sur ce questionnaire? Alors, sur le questionnaire spécifiquement sur les avis en ligne, vous êtes 58% à dire que vous lisez tous les avis. Ça veut quand même dire qu'il y en a 40% qui ne les lisent pas tous. 40% le font chaque semaine, 34% disent le faire régulièrement. Il n'y a que 3% de gens qui ne répondent qu'aux avis négatifs. Dénoncez-vous si vous êtes dans la salle. Qui parmi vous ne répond qu'aux avis négatifs? Vous faites discret. Hein. Ah si, un monsieur qui assume. Merci monsieur. Et pourquoi vous ne répondez pas aux avis positifs? Manque de temps. Manque de temps. C'est une inactivité. Moi, je suis agriculteur, ma femme est pharmacien, c'est une activité Supplémentaire. Et vous avez quoi comme activité? Touristique. Des sites au bord du Mar. Ça s'appelle l'Objeu. Bien joué. En tout cas, mention spéciale aux gens comme vous, qui tiennent des gîtes et des chambres d'hôtes. Il n'y a que 5% de gens qui tiennent des gîtes et chambres d'hôtes qui se déclarent complètement indifférents aux avis. Dénoncez-vous. Et 73% qui les utilisent, comme Dominique disait, aussi dans la communication ou dans l'amélioration du bien et de l'expérience proposée. Ça vous a surpris, ces résultats, Amandine? Globalement, ils sont plutôt positifs dans le sens où la majorité des gens s'y intéressent, mais on voit que la minorité pèse quand même 40%. Donc il y a près d'un acteur touristique sur deux en Seine-et-Marne qui a répondu au questionnaire, qui ne se sent pas concerné directement par les avis de visite et donc par l'hospitalité quelque part, puisque les verbatims que laissent les clients, c'est ça qui par essence donne le niveau d'hospitalité dont les professionnels sont capables de faire preuve.